Si vous aimez les to-do list, si vous avez toujours réussi à vous y tenir, à checker tous les points qu'il y avait sur votre to-do list et que le soir, vous refermez votre agenda en vous disant « Encore une bonne journée de to-do list », alors je vous le dis tout de suite, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Si en revanche, vous avez, depuis votre plus tendre enfance et votre cahier de texte, cherché à vous tenir à ces to-do list parce que vous avez dit que ça augmentait la productivité et l'efficacité, mais que rien à faire, vous avez toujours vécu ça comme une contrainte, comme une corvée, et que vous ne voyez pas du tout ce que ça vous apporte au fond, alors, bienvenue. Car dans cette vidéo, à l'aide d'un bouquin génial qui s'appelle The One Thing d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Keller, je vous le dis, nous allons revisiter le concept de to-do list pour les transformer en listes toutes douces. Et comment nous allons faire ça? Nous allons d'abord percuter un certain nombre de croyances fausses qui continuent à entretenir le mythe de la to-do list avenir de l'efficacité professionnelle. Et nous allons arriver à des listes beaucoup plus courtes. Vous allez voir qu'il y aura en fait une seule chose sur chacune de vos listes et que vous allez pouvoir assumer qu'avec ça, oui, enfin, vous allez aller dans une direction qui est la bonne pour vous. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. La première erreur qui est à la base des to-do list, c'est l'idée que une to-do list, c'est la chose, comme son nom l'indique, où on met tout ce qu'il faut faire, mais dans ce tout ce qu'il faut faire, au final, il n'y a plus tellement d'importance. C'est-à-dire qu'au final, tout se vaut, on met tout ce qui serait urgent. Urgences qui, souvent, vous le savez bien, sont des urgences de gens qui nous entourent, pas les nôtres. Donc en fait, les to-do list se transforment en une sorte de liste fourre-tout avec à peu près la même efficacité que ma liste de courses quand je vais au supermarché, où je me retrouve invariablement à la sortie avec, dans le caddie, des choses qui n'étaient pas sur la liste. Et en revanche, en arrivant chez moi, je râle parce que j'ai oublié de prendre des trucs qui pourtant étaient inscrits sur la liste. Ces listes dans lesquelles nous mettons tout ce qu'il y a à faire pour, une fois que ce sera fait, nous pourrons enfin nous mettre à ce qui est important. Et bien c'est ça, première chose qu'il va falloir que nous nettoyions, que nous arrêtions de croire. Ces to-do list, souvent, ce sont des moyens de nous donner l'impression que nous sommes occupés, parce que être occupé, être débordé serait un signe de professionnalisme. Première chose donc, il va falloir que nous apprenions à cibler. Retirer de nos to-do list tout ce que nous pourrions faire, mais qui n'est pas lié directement aux résultats que nous voulons obtenir. La deuxième erreur qui fait que nous croyons encore que faire des to-do list est une bonne chose, c'est cette croyance profonde que nous sommes capables de faire du multitâche. C'est effectivement possible de jumper très rapidement d'une tâche à une autre, mais ça ne se fait pas aussi simplement que ce que nous croyons. Des études ont montré que des personnes qui se disaient capables de faire du multitâche étaient beaucoup moins productives en réalité que les personnes qui se refusaient à jumper d'une tâche à l'autre. Pourquoi? Parce que quand nous basculons très vite d'une tâche à une autre, oui, nous avons l'impression que nous sommes capables de faire cette bascule. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est que dans cette bascule, nous devons changer complètement les processus cérébraux qui sont à l'œuvre. Si par exemple, je regarde la télé, que je me lève de mon canapé et que je vais ouvrir mon frigo, les tâches, les processus cérébraux à l'œuvre dans les deux cas sont très simples et ne demandent pas beaucoup de concentration. Donc je vais être capable de faire ça sans faire trop d'efforts. C'est pour ça aussi que je suis capable de à la fois regarder le paysage et marcher. Ce sont des processus simples. En revanche, quand je suis en train de me concentrer sur une tâche créative, que je fais un travail de réflexion en profondeur, que je suis en train de faire une synthèse de plein de documents, des tâches cognitives intenses, et que arrive une sonnerie sur mon ordinateur, que juste vite fait, je jette un coup d'œil pour regarder quel est le mail qui vient d'arriver, que j'essaye de trouver une réponse rapide en me disant que derrière, il faudra quand même que j'y réponde un peu plus en détail, et qui je mets en copie, et qu'ensuite je reviens à ma tâche créatrice, évidemment, ce ne sont pas les mêmes processus cérébraux impliqués, et changer de switcher dans les processus cérébraux, là, me demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts. Des études ont prouvé que le temps perdu sur une journée classique de boulot est de 28%.
C'est énorme. Comment sortir de ces erreurs? Comment sortir de ces to-do list qui, en fait, au fond, ne nous apportent pas de vrais progrès en termes de productivité? Première chose, il va falloir que nous trouvions le moyen d'arrêter de confondre urgent et important. Et pour trouver ce qui est vraiment important, il va falloir que nous arrivions à redéfinir ou à définir plus clairement, avec des meilleurs principes, des objectifs. Des objectifs qui, 1, soient des objectifs qui nous appartiennent, et 2, soient suffisamment motivants. Des objectifs qui nous appartiennent, ça ne veut pas dire des objectifs qui soient déconnectés des contraintes, déconnectés du système professionnel auquel nous appartenons. Mais ce que je veux dire par là, c'est trouver des objectifs qui soient vraiment au service de notre mission et qui ne soient pas seulement la réponse aux demandes du reste de l'univers. Donc réfléchir à, mais en fait, moi, ici, le sens de ce que je fais, c'est quoi? Et donc, cette année, mon objectif numéro 1, c'est quoi? Deuxième chose, il faut que ces objectifs correspondent à notre zone of genius. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. La zone d'excellence, c'est la zone dans laquelle les gens reconnaissent nos compétences de manière assez générale. Ils disent, bah voilà, Aurélien, il est bon là-dedans, il sait faire ça très bien, tu peux lui confier telle ou telle activité, il saura te faire ça aux petits oignons. Mais la zone of genius, c'est un cran au-dessus. C'est les choses que non seulement je vais faire très bien, mais que je vais peut-être même faire avec un twist supérieur, une chose très différente d'autres personnes, et je vais le faire en plus avec une joie différente qui va faire que quand je suis dans ma zone of genius, je vais retrouver de la motivation, je vais recharger mes batteries au lieu de les vider. Donc, des objectifs qui soient dans notre mission, le sens vrai de notre mission, des objectifs qui soient dans notre zone of genius et des objectifs qui permettent la transformation de personnes au sein de nos organisations. En remplissant, en définissant nos objectifs comme cela, nous allons nous permettre d'avoir une activité professionnelle que nous pourrions qualifier de œuvre artistique. La deuxième chose que nous pouvons faire pour sortir des to-do list inefficaces, c'est apprendre à nous concentrer et à nous concentrer de manière forte. Ce que montre Gary Keller dans ce bouquin The One Thing, comme son nom l'indique, c'est à mettre dans notre liste quotidienne une seule chose. Une chose qui nous permette de réellement aller dans le sens de notre objectif. Et comment définir cette One Thing ? La règle qu'il donne, que je trouve très simple, mais en fait tellement puissante depuis que j'ai commencé à l'appliquer, c'est quelle est la chose qui, si je la fais aujourd'hui, rendrait tout le reste secondaire ou inutile par rapport au regard de la réalisation de mon objectif. Tant que cette chose-là n'est pas faite, on continue. Tout le reste passera après. Troisième conseil que donne Gary Keller dans ce bouquin, et là aussi, Dieu sait qu'il a raison et Dieu sait que nous faisons le contraire. Il faut positionner cette chose essentielle dans notre journée le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que notre volonté, notre sens du devoir, notre énergie diminue forcément, obligatoirement au cours de la journée. Bien sûr, il va y avoir des remontées après une pause café, pause déjeuner, mais malgré tout, le moment où notre niveau d'énergie est au max, pour l'infinie majorité d'entre nous, c'est le matin, au démarrage de notre journée. Prenons soin de nous le matin en arrivant, n'arrivons pas déjà exsangues, prenons le temps d'arriver détendu, prenons par exemple le temps de marcher sur la dernière station de métro au lieu d'arriver au pied de notre immeuble, prenons le temps de prendre un café à l'extérieur du bureau au lieu de tout de suite commencer à être pris par les tâches secondaires, et en arrivant, mettons-nous à cette tâche essentielle que nous avons décidée pour aujourd'hui. Ensuite, et seulement ensuite, avec un niveau d'énergie encore élevé parce que nous aurons fait quelque chose d'essentiel pour nous, nous pourrons joyeusement commencer à enquiller les tâches secondaires. Quatrième chose, ancrer ces pratiques simples. Gary Keller rappelle dans son bouquin un certain nombre d'études. Il semble bien que pour que une pratique devienne une habitude, il faut en moyenne 66 jours de répétition. 66 jours, ça peut paraître énorme. En fait, allez, c'est juste un peu plus de 2 mois. Par exemple, pendant le creux là, de l'été qui arrive, peut-être que ça pourrait être le moment idéal
pour commencer à mettre en place cette habitude de une chose par jour le plus tôt possible. 3 conséquences si nous arrivons à transformer tout cela en habitude. Première chose, vous allez avoir des progrès réels que vous allez pouvoir mesurer de manière beaucoup plus simple parce que vous ne serez plus noyé dans ces listes fourre-tout. Vous allez constater que ce pas que vous ferez tous les jours, ce pas unique, en fait, aura des conséquences fortes sur, en particulier pour vous les DRH et les RRH, votre poids dans la stratégie humaine de l'entreprise. Et vous obtiendrez à vos propres yeux et aux yeux du reste de l'organisation une estime de vous-même renforcée. La deuxième chose que vous allez obtenir, c'est une facilité beaucoup plus grande à déléguer ces tâches secondaires qui jusqu'à présent remplissaient, bourraient votre to-do list. Aujourd'hui, la seule obsession que vous aurez, c'est remplir une chose par jour. Le reste, mais vas-y, fais-le. Et même si ça prendra un peu plus de temps parce que tu n'as pas les mêmes compétences que moi, ça n'est pas bien grave. Et la troisième chose, évidemment, c'est que pour les choses que vous n'aurez pas encore déléguées, mais qui resteront des choses secondaires, vous aurez beaucoup plus d'énergie disponible. En conclusion, c'est ça, transformer des to-do list en listes toutes douces. C'est mettre dans notre liste quotidienne une chose essentielle dans l'atteinte de notre objectif XXL. Les pas que nous allons réaliser seront des pas simples, mesurables, joyeux. Pourquoi joyeux? Parce qu'ils vont dans le sens de la croissance que nous avons décidé pour nous-mêmes et pour l'organisation dont nous nous occupons. J'espère profondément vous avoir convaincu, vous les DRH et vous les RRH, de commencer et d'ancrer ces nouvelles pratiques, cette nouvelle habitude. Parce que si vous faites ça, je vous garantis que vous allez augmenter votre puissance au sein de votre organisation et que vous connaissez mon obsession. Grâce à ça, votre organisation, elle aussi, augmentera sa puissance. Très bonne semaine.